Merci d'être resté avec nous. D'après l'Organisation mondiale de la santé, une personne âgée sur 10 serait chaque mois confrontée à la maltraitance. Une maltraitance physique, mais aussi psychologique, associant manque de soins et de communication, humiliation, dévalorisation, négligence et bien d'autres choses. Et serait observée aussi bien en institution qu'à domicile. Et heureusement, la prise de conscience de ce problème a débouché sur plusieurs initiatives, notamment en 2008, avec la mise en place d'un numéro national, le 3977. Comment définit-on cette maltraitance chez les personnes âgées? Quels sont les facteurs de risque? Comment la prévenir? Pour en parler, deux invités, le docteur Sophie Moulias, bonjour. Bonjour. Vous êtes gériatre à l'hôpital Ambroise Paré, c'est à Boulogne, près de Paris. Et avec nous également Annie de Vivi, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice du site agevillage.com, qui est une plateforme d'information et de conseils pour l'entourage des personnes âgées dépendantes, et coordonnatrice des formations Humanitude, que l'on verra dans un reportage dans quelques instants. Ma belle-mère en EHPAD n'est changée que 3 fois dans la journée et reste clouée dans un fauteuil du lever jusqu'au coucher. N'est-ce pas de la maltraitance? En tout cas, c'est visiblement un défaut de prendre soin et de réflexion de la part de l'établissement. Est-ce qu'ils ont des difficultés financières? Est-ce qu'ils ont des difficultés d'organisation? C'est possible, mais quelle est la volonté de la direction? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi son ambition pour prendre soin des gens? Et quel est l'état de cette dame? Parce que si sûr. manifestement elle ne peut pas se lever, on ne peut pas faire autrement que de la laisser dans un fauteuil non plus. C'est ça qui est un petit peu compliqué aussi. Un lieu de vie, lieu d'envie, c'est un lieu où si la dame est en vie, c'est qu'elle a des choses à dire, à faire, à proposer. Donc on peut réfléchir avec elle et avec sa famille sur ce qu'on va pouvoir lui proposer. Je ne parle pas du relationnel, bien évidemment, avec la dame, mais juste le fait qu'elle soit clouée dans un fauteuil. Vous le verrez tout à l'heure, on peut essayer quand même. Il faut peut-être voir aussi si le fauteuil est cloué aussi dans sa chambre toute la journée ou si elle a aussi des échanges ailleurs avec d'autres personnes au sein de l'EHPAD. Alors, comment on définit la maltraitance psychologique? Où commence-t-elle? On a parlé tout à l'heure d'humiliation, de dévalorisation, de manque de contact. Comment ça se définit finalement, cette maltraitance? Dans maltraitance, il y a l'idée de traiter. En tout cas, il y a une relation. Donc, il faut qu'il y ait une relation entre les deux personnes quand il y a maltraitance d'une personne sur une autre. Et donc, c'est qu'il y a une pression psychologique qui est faite, puisqu'on parle de maltraitance psychologique ici, d'une personne qui a un pouvoir sur une personne qui est plus vulnérable. Donc, elle peut être avec des privations, des réprimandes. Là, on est peut-être dans un cadre où on n'autorise pas cette personne à avoir les soins ou les relations qu'elle pourrait avoir. Donc on est aussi dans de la maltraitance psychologique. À partir du moment où on ne reconnaît pas la vulnérabilité de l'autre, où on ne la prend pas en conséquence, et a fortiori si on est soignant, ça pose la question de la maltraitance. Est-ce que la négligence n'est pas la première forme de maltraitance? Je pense que la première forme, c'est quand on ne reconnaît pas qu'on a le pouvoir justement sur l'autre. C'est-à-dire qu'on a du mal à admettre que la personne est vulnérable, elle a des fragilités, et donc il faut pouvoir se mettre avec elle et surtout la regarder comme son égale. Parce que si elle est en vie, et quels que soient les handicaps et les pathologies qu'elle a des choses à faire, à dire, à parler, à inventer. Et donc nous qui sommes son entourage, nous ne la regardons que comme quelqu'un d'incapable, comme quelqu'un d'impossible à vivre. Là, les choses vont empirer. L'enjeu, ça va être de changer de lunettes, déjà de regarder la personne comme quelqu'un qui est notre égal, et puis ensuite derrière de tricoter les choses avec elle. Si on prend le pouvoir sur l'autre, il faut vraiment des regards extérieurs. Il faut que d'autres gens viennent régulièrement nous dire « Attention, là, ça risque de dérailler ». Et ça peut arriver à n'importe qui, par un coup de fatigue, par énervement, parce qu'il se passe autre chose dans sa propre vie. Vous allez prendre le pouvoir sur l'autre et vous risquez ou de la négliger ou de l'abuser. Quelle est la forme de maltraitance sur personne âgée la plus répandue? C'est celle-là, à mon avis, c'est l'agisme. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on ne regarde plus les gens comme étant des adultes citoyens comme vous et moi. Et ça, moi, j'ai l'impression que c'est la plus répandue. Oui, je suis d'accord. Et ça touche autant les personnes qui ont des problèmes de vulnérabilité cognitive que les personnes qui ont une dépendance physique, c'est-à-dire qui ont toute leur tête mais qui ont une incapacité physique à exécuter certains gestes de la vie quotidienne. Du coup, ils sont sous entier pouvoir de l'autre et on les traite comme si c'était des tout petits enfants. En fait, on les met dans une situation d'infériorité qui est souvent insupportable pour eux. Et ça, c'est une forme de maltraitance extrêmement répandue et souvent assez facilement acceptée de tous.
Anaïs nous dit que les soignants sont en sous-effectif dans les EHPAD. Comment rester bienveillant quand on a un maximum de 10 minutes par personne? C'est compliqué. Hein. 10 minutes, c'est du grand n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Enfin, il est évident qu'on est dans un... Notre pays n'a pas encore pris la mesure du vieillissement. Il n'a pas encore pris la mesure qu'on a une explosion des maladies neurodégénératives. Donc, on n'accepte pas collectivement de vraiment mettre plus de moyens dans le secteur. Néanmoins, quand on met des moyens, c'est pas forcément suffisant. C'est-à-dire que derrière, il faut une vraie politique de bientraitance. Il faut vraiment une vision de la part de la direction de la structure qui va derrière tricoter tout un prendre soin qui va se démultiplier. D'accord ? Si les deux sont absolument indispensables. Il faut des moyens, mais il faut des moyens avec une vision derrière. C'est le problème de la maltraitance, c'est que souvent l'acteur, celui qui est maltraitant, est aussi maltraité. Il est aussi un autre type de victime. Et que dans ce que vous venez de décrire, c'est clair que les soignants sont aussi sous un pouvoir qui leur impose des choses. Et ça ne les satisfait pas de toute façon, ils sont pas heureux comme et ça. Donc ils sont coincés d'une certaine façon, ils s'épuisent et au bout d'un moment, les remparts cèdent. Mais ça arrive aussi à domicile. Hein. Alors justement, pour prévenir la maltraitance des personnes âgées, il existe des formations basées sur une philosophie respectueuse de l'individu et composée de 150 techniques du prendre soin. L'humanitude. Notre équipe a suivi l'une de ces formations dans un établissement pour personnes âgées dépendantes à Paris. Un sujet signé Marie Guyot, Claude Pavellec et Isabelle Gastebois. Donc, tu vas frapper 3 fois. 1, 2, 3. D'accord. Tu attends 3 secondes. 1, 2, 3 secondes. Tu refrappes 3 fois. 1, 2, 3. Tu attends 3 secondes. Si la dame ne nous a pas dit entrer, à ce moment-là, on va rentrer et on va voir ce qui se passe dans la chambre. Ok. D'accord ? D'accord. Respecter l'intimité des personnes âgées et prendre soin de ne pas les brusquer, c'est l'un des principes de ce que l'on appelle la bientraitance. Bonjour Madame Martin. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venue vous... Bonjour Madame Martin. Emmanuelle est formatrice. Elle propose aux soignants de cet établissement pour personnes âgées dépendantes des outils de soins et de communication basés sur le respect. Ah bon? Oui. La bientraitance, ce sont des actions au quotidien que va mener le personnel, parce que je pense qu'effectivement, tout le monde veut être bientraitant. Mais la question, c'est est-ce que entre ce dont on a envie et ce que l'on fait, est-ce qu'il n'y a pas parfois un delta, Et effectivement, on est aujourd'hui dans des situations quotidiennes que vivent les soignants avec les résidents en maison de retraite, pour lesquels on doit leur fournir un outillage adapté pour répondre à ces situations qui sont parfois difficiles. Ici, les résidents ont 90 ans en moyenne. La plupart sont atteints de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Voilà, il faut redresser un petit peu le dos. Regarde, on va lui proposer sa canne. Alors, on lui propose un outil qu'elle connaît. J'en ai pas besoin. Montrez-moi comment vous faites avec la canne. L'écoute, le regard, le toucher, autant d'outils qui permettent de lutter contre des comportements agressifs liés à la maladie. Tu vois ? Hein? C'est bien, Madame Martin, bravo. À vous de trouver. Oui. Mais oui. Tu encourages tout le temps. Ça, c'est Oh, faut que je me dépêche. un bon outil. En général, c'est vraiment lors du contact physique qui peut exister entre le soignant et le patient, où le résident va refuser le soin, va vraiment donner des coups, taper, attraper nos mains, refuser vraiment qu'on le touche. Venez, Madame Martin. C'est vrai que la formation apporte réellement des outils de prise en charge. C'est-à-dire que elle nous apprend à mieux connaître nos patients pour mieux les prendre en charge et éviter l'agressivité, les conflits. Mais la bientraitance, c'est aussi laisser le temps à la personne âgée de faire ce qu'elle peut encore faire. Expliquer, solliciter la participation et surtout valoriser la personne. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on valorise quelqu'un, on va arriver beaucoup mieux à faire certaines actions. Et puis ensuite, on a vraiment des outils très, très pratiques comme comment aider quelqu'un à s'asseoir au bord du lit, comment l'aider à marcher. Puisque ce qui nous intéresse aussi, c'est de travailler sur cette notion de verticalité, vivre et mourir debout, puisque l'individu est fabriqué pour vivre debout. Glissez-vous un petit peu. Encore? Je pense... Alors, si c'est un petit peu difficile, on peut aider, regarde, simplement. avec le drap. Je vais vous aider à vous rapprocher du bord du lit. D'accord? Donc ici, je prends votre drap et puis vous allez voir, on va faire glisser un petit peu. Très bien. Voilà, super. Vous allez lui proposer de prendre la main. Bravo. Très bien, maman. Encore? La jambe gauche, voilà. Bravo. Voilà, super. Depuis une dizaine d'années, près de 800 établissements ont bénéficié de cette formation.
Alors Annie de Vivi, je le disais, vous êtes coordinatrice de ces formations Humanitude. On l'a entendu, des centaines d'établissements en ont bénéficié. Est-ce que vous savez à peu près combien l'emploi parviennent à l'employer cette formation? De plus en plus de directions de médecins, de cadres veulent garantir cette qualité-là. Donc ils s'impliquent, ils s'investissent et les établissements pilotes ont souhaité même faire un label de qualité, un label de bientraitance qu'ils ont appelé le label Humanitude. Et on est une cinquantaine d'établissements maintenant en France en route et on en a 4 qui sont labellisés, qui n'ont pas de moyens particulièrement importants. Ils sont dans la moyenne nationale, mais derrière, il y a un gros travail de la part de l'encadrement, de la part de l'ensemble de l'environnement de l'établissement pour pouvoir les aider. Ah oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on est face à des personnes qui ont de plus en plus de pathologies neurodégénératives, face à des familles qui sont de plus en plus fatiguées, épuisées, si vous-même, vous n'avez pas d'outils, pas de savoir-faire pour pouvoir vraiment accompagner les gens, mais vous êtes vraiment en difficulté. Donc les soignants sont de plus en plus demandeurs. Et c'est vrai que ça demande de la part de l'encadrement beaucoup d'investissement parce que derrière, vous avez vu, si la dame refuse le soin, il faut être capable de reporter. Alors justement, là on a entendu les refus de soins, parfois une certaine violence de la part des personnes âgées, qui elle-même va générer une réaction agressive de la part du personnel soignant. Qu'est-ce qui fait qu'en vieillissant, même en dehors peut-être des maladies neurodégénératives, il y a une certaine agressivité de la part des personnes âgées qui arrivent? Je ne suis pas sûre que ça soit lié au vieillissement. Je pense que là, il y a aussi l'idée qu'on est en communauté et que je pense que l'individu n'est pas fait pour vivre en communauté. En tout cas, vivre tous ensemble au même endroit, ça pose des soucis. Même si potentiellement à une certaine époque on en avait envie, c'est compliqué. Et donc ça crée de l'agressivité. Être soumis aux contraintes de l'autre, ça crée de l'agressivité. Même quand on est tous d'accord pour partir en colonie ensemble, c'est compliqué. Et ben ça reste pareil quand on est très âgé, qu'on a vécu toute sa vie, qu'on a fait ses choix et qu'on a envie qu'on continue de vous écouter et de prendre en compte votre parole. C'est pour ça c'est important de garder cette idée du respect de l'autre, de sa parole, du cas par cas, et que c'est le premier pas, à mon avis, vers la lutte contre la maltraitance. C'est en effet reconnaître la personne qui est en face avec ses choix, ses goûts, ses envies, où que ce soit. Et que ça, on est encore loin du compte partout. Mais partout, c'est-à-dire y compris dans la vie citoyenne. Lucie demande quelle institution publique est chargée de la surveillance et du contrôle des EHPAD privés. De tous les EHPAD, qu'ils soient privés ou associatifs. Il y a plusieurs institutions qui existent et notamment il y a une agence qui s'occupe de la qualité qui s'appelle l'ANESM qui met en place des évaluations régulières. Et si vous avez des difficultés, il faut vous rapprocher des autorités de tutelle. Et puis l'ARS aussi. L'Agence régionale de santé et le département aussi qui a son mot à dire puisqu'il finance une partie des aides-soignantes notamment, enfin une partie des soins et des budgets de ces structures. On parle beaucoup de maltraitance institutionnelle. Est-ce que la maltraitance n'intervient pas surtout dans le cadre familial? Elle intervient beaucoup dans le cadre du domicile et elle nécessite une approche qui est la même. En fait, elle nécessite une formation. Et c'est exactement ce qu'on a vu là, c'est que si on n'informe pas les gens, former, c'est d'abord informer sur ce qu'il y a, sur la position de l'autre dont ils ont à prendre soin. Et c'est aussi pas se retrouver tout seul face à l'autre qui est dépendant et dont on n'a aucune idée de comment il faut s'occuper. Et l'épuisement. Et ça relève de qui? Parce que ça, c'est pas les formations que vous proposez en domicile. France Alzheimer, France Parkinson, enfin vraiment toutes les associations de patients se mobilisent. Et puis moi, on s'en est rendu compte en formant les professionnels. Les familles venaient dans les établissements en disant attendez, avec vous, maman va mieux ou elle a l'air d'aller bien. Alors pourquoi pas avec moi? Et donc on a fait un DVD pour les familles aussi. D'accord. Que faire? Alors on ne sait pas si c'est dans le cadre d'un EHPAD ou à domicile. Que faire si on suspecte une maltraitance mais que l'on n'a pas de preuves, que l'on a seulement remarqué des comportements qui peuvent interpeller, demande Léa? Eh bien, il faut appeler le 3977. Donc c'est pas un centre de délation, c'est un endroit où il y a des écoutants qui sont formés, qui écoutent la personne et qui prennent note, potentiellement qui rappellent. Et après, en fait, on détricote la situation en multiprofessionnels. Donc il y a des médecins, des soignants, des psychologues, des juristes qui, en fonction de la maltraitance suspectée. Alors justement, on va regarder, il existe donc ce numéro contre la maltraitance des personnes âgées, le 3977. Notre équipe s'est rendue à la permanence téléphonique, un sujet signé Marie Guyot, Héloïse Mallet et Isabelle Gastemois.
3977, bonjour. 3977. C'est le numéro de la Fédération contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés. Donc vous constatez de nombreux vols. Est-ce que vous en avez fait part à la direction de la société qui emploie ces aides ménagères? Oui, je l'ai fait. Ces dames ne peuvent pas faire grand-chose. Ce qu'elles font quand il y a beaucoup de plaintes, elles licencient. Chaque jour, 70 à 80 appels téléphoniques arrivent ici. Ils parlent de maltraitance physique, mais surtout psychologique et financière. Elle nous appelle pour des situations très diverses. Ça peut être effectivement des situations de maltraitance à domicile, de violence conjugale, de difficultés avec les enfants qui, bien souvent, parfois, malheureusement, avec l'époque actuelle, sont au chômage, sont sans revenus, donc sont obligés de revenir cohabiter avec leurs parents. Donc, ce qui pose des gros problèmes parce que chacun ayant ses habitudes de vie, évidemment, ces habitudes se télescopent et ça crée effectivement des situations de potentielle maltraitance. Ici, tous les écoutants sont psychologues. Leur rôle, avoir une écoute bienveillante et toujours diriger les personnes vers une association qui les prendra en charge près de chez eux. Bon, en tout cas, j'ai bien saisi votre situation, madame. Je la résume au travers d'une alerte que je vais adresser donc auprès de nos partenaires départementales. Et encore une fois, je les invite à vous recontacter le plus rapidement possible. Et quand c'est la personne âgée elle-même qui appelle, une réelle écoute est nécessaire. Une écoute, c'est recueillir la souffrance de la personne, ne pas la juger, contenir l'angoisse et la préparer à la résolution du problème. C'est ne jamais perdre de vue que l'appel est quelque chose de ponctuel et qu'après on va laisser la personne seule. Et l'attention particulière qui va être portée par les écoutants par rapport à cette personne âgée, ça va être, avant de raccrocher, de s'assurer qu'elle va bien, de s'assurer qu'elle ne regrette pas d'avoir dit certaines choses, de s'assurer qu'elle est en bon état émotionnel, en bon état psychologique. Le numéro 3977 contre la maltraitance est accessible du lundi au vendredi de 9h à 19h. Marie nous dit qu'elle travaillait en EHPAD en 2009. Elle a informé l'équipe soignante d'une maltraitance sur une résidente. Elle a perdu son travail. Ça nous arrive aussi. Oui. Ça peut arriver à toute personne qui s'attaque à une institution qui a du mal à réagir. Aucune institution sera à l'abri d'un geste déplacé, d'un épuisement, etc. Mais si le silence est une norme et si on n'appelle pas les centrales qui sont dédiées à ça, si on ne va pas chercher de l'aide à l'extérieur, alors là c'est encore pire, puisqu'en face de nous, on a des gens vulnérables qui ne peuvent pas forcément se défendre. Et là, c'est vraiment insupportable. C'est le silence qu'il faut essayer de combattre aujourd'hui. Vraiment. La responsabilité d'une maison de retraite peut-elle être engagée en cas de maltraitance par le personnel ? D'une certaine façon, oui, bien sûr. Toutes les personnes qui travaillent à l'intérieur de la maison de retraite sont sous la responsabilité de la structure elle-même. Donc après, il y a l'intentionnalité qui change le côté pénal de la chose, mais bien sûr que ce qui s'y passe, c'est du ressort du directeur et de toute la structure de la maison de retraite. Puisque vous êtes gériatre, donc spécialiste des personnes âgées, et sans dénoncer personne, est-ce que vous pensez qu'un médecin généraliste qui ne consacrerait pas suffisamment de temps à une personne âgée ou qui n'écouterait pas suffisamment parce qu'elle vient toutes les semaines pour se plaindre d'autre chose, parce que les personnes âgées ont beaucoup de problèmes de santé, c'est de la maltraitance? Après, ça dépend ce à côté de quoi ils passent. Ça reste toujours le problème. C'est une certaine forme de négligence, ça on est d'accord. De la maltraitance, s'il n'y a plus du tout d'examen et si on passe totalement à côté du soin, on est dans une forme de défaut du soin à l'autre. Donc on commence à y constatez, vous, dans votre quotidien? Oui, bien sûr. Alors pas forcément fréquemment, mais qui existe. C'est pas un tout petit truc. Ce sont des choses qui existent et on a des patients qui arrivent dans des situations d'urgence catastrophiques et qui voient leur médecin toutes les semaines de la façon dont vous venez de la décrire. Oui. Véronique demande si on s'assure vraiment du capital humain du personnel des EHPAD et des maisons de retraite lors de son recrutement. Alors moi, très franchement, je pense que c'est vraiment important de dire aux recruteurs qu'il faut vraiment investir dans le temps du recrutement
et dans le partage de la vision. Nous, on le voit bien, il y a des établissements où on propose des formations humanitudes où des personnels ne restent pas. Parce qu'ils ne supportent pas ce cadre où, justement, on va être vraiment dans l'attention à l'autre, dans les soins totalement personnalisés. Ce n'est pas l'organisation qui gagne, c'est vraiment les gens qui y vivent. Donc, vous avez des personnels qui ne s'y font pas à ça. Mais vous avez d'autres personnels qui, au contraire, s'épanouissent dans cette approche-là. Donc, c'est vrai qu'il faut un temps où la direction de l'établissement va expliquer sa vision, ce qu'elle veut, le prendre soin qu'elle veut faire, et il y aura adhésion ou pas avec les personnels qui vont venir. Et franchement, investir ce temps-là, c'est rentable. Et c'est terrible de dire des mots pareils, mais c'est important parce que derrière, si vous avez du personnel qui reste, vous avez moins de turnover, moins d'absentéisme, moins d'arrêt de travail, c'est d'autant gagné pour pouvoir mieux prendre soin des gens. Et d'être tranquille vous-même, d'être fier de ce que vous faites. Il n'y a pas d'échelle pour quantifier l'humanité d'un être humain. Donc, et en particulier en situation de stress et de violence, comme ça peut être quand on est soignant dans ces conditions. Pour revenir sur la dénonciation, on a beaucoup de témoignages d'infirmières qui disent qu'elles ont toutes vécu la même situation, c'est-à-dire qu'elles ont été virées parce qu'elles ont dénoncé. Elles ne sont pas protégées. À qui elles s'adressent? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Logiquement, si, elles sont protégées. Après, ça dépend du cadre, à qui elles ont parlé. Parce que ça, c'est aussi un des côtés positifs du 39-77, c'est qu'on appelle, on décrit quelque chose et après, c'est fait par d'autres personnes que potentiellement, si on va se plaindre directement à sa direction en disant il y a eu un problème. Souvent, le problème, quand on fait ça, c'est-à-dire quand on va voir ses supérieurs en disant là, il y a un problème, j'ai contesté ça, on met tout le monde de côté et on noie le poisson comme on peut en essayant de régler bien sûr le problème, mais ça fait partie. Voilà, plateforme. C'est ça. La notion de bien-traitance est un beau concept, encore faut-il avoir le personnel suffisant pour l'appliquer à bon entendeur. Une infirmière qui travaille en EHPAD. La première des maltraitances n'est-elle pas la baisse régulière des budgets depuis des années? Yves pose la question. Non seulement la baisse des budgets, mais même des aberrations. Par exemple, des établissements qui vont améliorer l'autonomie des personnes, qui vont même... Alors, ils vont avoir des grilles d'évaluation qui vont montrer qu'ils ont peut-être moins besoin de personnel puisqu'ils améliorent l'autonomie des personnes. Vous voyez l'aberration du système. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des outils qui mesurent la qualité de vie des personnes qui y vivent et la qualité de vie des professionnels. Et quand on a tout ça, on a moins de neuroleptiques, on a moins d'hospitalisation, on a donc des arrêts de travail qui diminuent. On a tous à y gagner que d'aller vers cette bientraitance-là. Encore un message de Sonia en gériatrie. Quand vous dénoncez, vous prenez la porte, c'est la loi du silence. Ça a l'air effectivement très compliqué. Au secours. Il n'y a plus. Plus de questions, mais voilà. Plus de temps. Plus de temps surtout. Plus de questions. Des questions, il y en a plein, mais il n'y a plus de temps pour y répondre. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Et donc on rappelle ce numéro, le 39-77. Un appel à témoin, Michel. Oui, vous avez eu une fracture compliquée qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et une longue rééducation. Si vous souhaitez venir témoigner sur notre plateau, vous nous appelez au 01 58 88 85 21. Et demain, dans le docteur, on répondra à vos questions sur la dépression saisonnière. Et on vous rappelle donc que vous pouvez téléphoner pour pouvoir venir témoigner sur la dépression saisonnière demain sur le plateau. Voilà, et puisqu'on parle d'Allo Docteur, je vous rappelle que notre site allodocteur.fr vous permet de suivre toute l'actualité santé 24 heures sur 24. À chaque fois qu'une actualité tombe importante, on la décrypte, on l'analyse, on vous donne les clés pour mieux comprendre. On vous retrouve donc demain à 13h40 sur France 5. À demain. Très bon après-midi, au revoir.